Alors, nous fêtons les 20 ans de BD de Quentin. Et on va faire ça avec une petite interview. En fait, petite, bon, ça va quand même être assez long parce qu'on a une dizaine de questions. Et puis, Quentin a des choses à dire. Donc, on va faire une interview dans le style 20 ans dans le rétro. Ouais. On commence tout de suite sur les 20 ans, justement. Alors, est-ce qu'ils sont passés vite? Est-ce qu'ils sont passés lentement? Tu réalises que ça fait 20 ans que tu fais de la BD? C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est un peu une réponse de Normand. Commencé à l'été 2003, quand je venais d'avoir 13 ans. Et ouais, c'est vrai que je vais bientôt avoir 33 ans, donc il y a déjà une vingtaine d'années. Je m'en souviens comme si c'était hier en fait. C'est ça qui est un peu étrange, c'est qu'à la fois je m'en souviens très bien, à la fois j'avais 13 ans, donc j'étais pas du tout celui que je suis aujourd'hui. Et à la fois ça montre qu'en 20 ans on peut quand même faire plein de choses, comme on va en parler, tu sais hein, que j'ai fait beaucoup de choses différentes. Et que ça prouve que quand on se bouge pour un art, pour sa passion, on peut faire beaucoup de choses, année après année, mois après mois. Et je garde un peu une... Il y avait un petit peu un côté magique quand j'ai commencé les premières planches, forcément. Création du personnage, les planches très inspirées au début par des auteurs précis. Et après, peu à peu, on élargit le champ d'action parce que je suis parti dans pas mal de directions, comme tu sais. Oui, puis il y a la magie du créateur, c'est-à-dire que tu peux, comme un programmeur, tu peux créer ton environnement, tu maîtrises tous les paramètres. Quelque part, c'est assez vertigineux, mais c'est très jouissif. C'est ce qui m'a plu dès le début, hein. Tout est possible. J'étais en mode, ah, mais en fait, un personnage, si on veut lui faire dire ça, on lui faire dire ça, si on veut que là, il soit dans une rue ou dans l'espace, c'est assez incroyable. Comme dans le roman que tu maîtrises toi-même, la bande dessinée, ce qui est différent, c'est que là, on choisit ce qu'on va montrer au lecteur. Un peu moins de part d'imagination, mais on peut, tout d'un coup, si on a envie de travailler sur un décor marquant et y passer quelques heures après, le lecteur fait, ah ouais, d'accord, quand même, le personnage est dans ce milieu-là, ou des dialogues que les gens vont retenir. C'est assez fascinant. Il y a un peu le côté je suis maître du monde parce que je maîtrise ce que disent plusieurs de mes personnages, même pas qu'un seul, mais je peux animer des dizaines de personnages. Alors, en plus, toi, pendant ces 20 ans, tu t'es pas contenté de créer et de publier des albums. Tu as fait également des opérations diverses et variées. Comment tu as pu gérer justement ce grand écart entre création d'albums, événementiels, des opérations comme l'interview de Zep, qui a sans doute été un des grands moments de cette période, ou l'opération à l'hôpital? Et ben ça part de mon enthousiasme que tu connais à la base, donc d'aller dans des directions qui me ressemblent et que j'ai envie de déclencher. Alors sans BD pour Pâques que tu évoques, que j'avais fait en 2018, c'est une opération que j'ai adoré faire, mais qui avait pas mal, j'avais pas mal pédalé dans la semoule pendant plusieurs mois, parce qu'en fait ça se déclenchait pas. Les hôpitaux que je contactais me disaient bah non, on n'est pas intéressé pour le faire, et je pouvais pas trop déclencher les auteurs tant que j'avais pas le Ouais. lieu. Et ça finit par déboucher donc en avril 2018, on allait offrir 100 albums de BD dans un hôpital. C'était quel hôpital? C'était l'hôpital Couple Enfant, qui est en Isère, voilà, près de Grenoble. D'accord, ok. Et en fait, ça s'est déclenché parce que j'ai eu le partenariat avec l'association Les Blues Roses, Mhm. qui m'a aidé à décoller à partir de ce moment-là. Après, je crois que c'était 4 ou 5 mois de galère où je disais je veux aller au bout de ce projet, ça va se faire. Ça a fini par décoller grâce à eux qui sont habitués à aller dans le milieu hospitalier voir les enfants, donc c'était un moment magique. Et c'est vrai qu'il fallait tenir bon, comme dans beaucoup de projets en fait qui sont jamais gagnés d'avance. Mais le moteur, l'essence qui fait avancer la voiture, c'est l'enthousiasme en fait, c'est la passion qu'on peut avoir pour ça. Donc très heureux quand ça se déclenche. L'interview de Zeb, bah, comme tu dis, c'était un super moment parce que c'est mon mentor et mon auteur de préféré de bande dessinée. Donc pouvoir l'interviewer il y a déjà 4-5 ans, c'était en 2018 aussi, pour ses 30 ans de BD, c'était génial. Il m'a partagé plein de belles choses en vidéo. Et après, bon, bah, les albums aussi. En fait, au début, j'ai fait les albums de bande dessinée. Et un jour, quand j'ai eu envie de faire 100 BD pour Pâques, c'était un peu un déclencheur pour moi de me dire est-ce que je suis capable de fédérer des gens sur la bande dessinée, mais pas forcément sur mes bandes dessinées ou sur la Mhm. sortie d'un album, mais sur un événement qui en plus est une bonne action caritative. Et à partir de ce moment-là, ça m'a donné confiance pour ensuite faire le festival de bande dessinée d'Aix-les-Bains que j'ai co-créé. Et ça m'a vraiment donné confiance. Donc je pense que les 4-5 mois de pédalage dans la semoule valaient le coup parce que si on passe cette étape,
ça peut ensuite enchaîner sur autre chose, et ensuite enchaîner sur autre chose. Donc à tous ceux qui font des projets qui à un moment donné sont dans la pédale dans la semoule comme moi, je l'ai dit plein de fois, il faut persister parce que peut-être qu'au bout du chemin, il y a quelque chose d'incroyable qui va ensuite mener vers autre chose. Il faut tenir bon. Cette caractéristique un peu multicarte, c'est-à-dire que tu t'es pas contenté d'être un auteur, tu as également géré des événements, des projets, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé dès le départ ou c'est venu comme ça et qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'a coûté? Bonne question, je l'avais pas du tout envisagé quand j'avais 13 ans. Ouais, c'est une question qui n'était pas prévue en plus. Ça rebondit sur ce qu'on se dit. Ouais. En 2003, quand j'ai commencé la BD, j'étais en mode je veux être un auteur de bande dessinée. Et j'avais pas du tout pensé faire une action en hôpital, interviewer mon mentor, faire un festival. C'est venu au fur et à mesure parce que je pense que le côté faire des albums n'a pas suffi. Je me suis dit, je suis tellement fan de bande dessinée, j'aime tellement rencontrer des gens que si je me contente, entre guillemets, parce que c'est déjà énorme, hein, mais de faire des albums, on va dire, seul à ma table à dessin, il y a un manque pour moi. Donc j'ai besoin d'aller voir tous ces gens et de créer des choses. Et par exemple, un festival de bande dessinée, j'étais pas toujours invité au festival que j'aurais aimé faire. Et en fait, le déclic, ça a été de se dire, je vais faire le mien. Comme ça, je suis sûr que je serai invité. Et je pourrais inviter des auteurs dont j'ai connu le travail, que j'aime et que j'aimerais rencontrer, contacter. Et du coup, ça s'est fait parce qu'on a eu Jean Van Damme, ensuite on a fait la deuxième édition qu'on devait se faire avec l'Odec, donc j'ai lu aussi ses albums quand j'étais enfant. Donc c'était génial de pouvoir ouvrir le champ des possibles et se dire... Il n'y a pas vraiment de formation hein, pour lancer un festival et être directeur d'un festival de bande dessinée, à part tout le travail qu'on va faire et qu'on a fait de monter une assoce, de lever des fonds. Et à partir de ce moment-là, on est un directeur de festival, on est un organisateur parce que le festival a lieu. C'est en faisant qu'on devient forgeron, quoi. Ouais. Alors, en fait, tu as aussi beaucoup, tout au long de ton parcours, pas seulement au début, creusé la dimension culture de la BD, que tu as bien labouré, en quelque sorte. Et je pense que tu as été surpris de constater que ce n'était pas souvent le cas dans les gens que tu as rencontrés. J'ai eu exactement la même expérience en matière informatique. J'ai beaucoup creusé la culture informatique. J'ai toujours été très, très surpris de voir combien les informaticiens s'intéressaient peu à leur histoire, à leur patrimoine, à leur culture. C'est vrai que souvent les auteurs de bande dessinée s'intéressent à savoir dessiner, raconter s'ils sont scénaristes et coloriser. Ils sont pas forcément fans de tout l'univers bande dessinée qui va de la connaissance des magazines à aller à des festivals, faire un festival, connaître les journalistes, l'histoire de la bande dessinée. C'est vrai que moi, je me suis plongé dedans. Tu m'as vu en étant ado, toutes ces années, jeune adulte. J'avais le dictionnaire de la BD que m'avait offert. On est allés ensemble, d'ailleurs, en partie en festival avec mes deux parents et après tout seul. Mais j'ai vraiment creusé cet aspect-là, ce qui fait que... Et récemment, même, j'ai travaillé dans une galerie de bande dessinée, donc j'ai connu pas mal d'aspects, presque tout. Et vu que je me suis édité moi-même, j'ai couvert un large champ. Mais après, c'est ma personnalité qui fait ça. D'autres vont dire, moi, je me suis contenté, des gros guillemets, de faire une carrière d'auteur qui est déjà énorme parce qu'il faut pondre des pages, des albums, à la rencontre des lecteurs. Mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de la personnalité de chacun. Clairement, dans ce parcours d'auteur, ton œuvre marquante, c'est la saga Ant-Man. Tu peux nous en parler? Est-ce que tu es satisfait du résultat sur le plan artistique? Déjà, commençons par ça. Réponse honnête, niveau dessin, je suis pas un grand dessinateur, donc ça a été pas mal un challenge pour moi de dessiner des décors, des personnages en action, et d'essayer de progresser. Donc niveau artistique, je suis assez satisfait, mais pas aussi satisfait que j'aurais aimé l'être. J'ai eu de la chance de trouver des bons coloristes, qui ont quand même donné du peps au graphisme, trouver des imprimeurs qui m'ont fait des beaux albums cartonnés, après le premier qui était souple. Et globalement, ça se tient, on reconnaît le personnage. j'ai progressé. Après, voilà, j'ai vu aussi beaucoup de choses graphiques pendant ces 20 ans où des fois je me dis waouh, j'aimerais dessiner comme ça c'est trop bien, ce truc de couleur. Des fois, on chope des instants comme ça, des petits détails en disant j'aurais trop aimé mettre ça, mais maintenant les albums ils sont faits. Mais en tout cas, quand même, je me suis pas mal donné parce que j'ai pu mettre des clins d'œil à Aix-les-Bains. On a vécu longtemps je m'en souviens. Dans la saga des rues que j'étais allé prendre en photo puis redessiner. Donc ça, c'était top. Et j'ai pu dessiner plusieurs personnages, les parents, la sœur de Mika, puis l'univers des super-héros. Donc content quand je vois mes 5 albums
les 5 tomes de Ant-Man sur l'étagère, qui est mon œuvre finalement. Et après, toujours le regard exigeant. Toi, tu peux comprendre, vu que tu fais des livres depuis plusieurs décennies, de dire « Ah tiens, celui-là, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus comme ça. » Des fois, on peut aussi le rééditer un peu différemment, mais bon, je ne vais pas tous les redessiner. Ce qui est sûr, c'est que je vois entre le début du tome 1 et la fin du tome 5, il s'est écoulé beaucoup d'années, parce que le début du tome 1, je l'ai commencé en 2011. Ah oui, en effet, ouais. Et le tome 5, qui est paru en juillet 2021, j'ai dessiné les dernières pages mai-juin 2021. Donc ça veut dire 10 ans. Ouais. Et encore, ça remontait encore 2 plus. ans par album, quoi, à peu près. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et ça remonte encore plus loin, parce que comme tu sais, c'était mon projet d'adolescence. C'est-à-dire qu'Ant-Man est né en janvier 2007 dans un carnet. Donc rien qu'entre janvier 2007 et 2011, où il y a les premières pages qui figurent dans le tome 1, rien que là, il s'est écoulé à peu près 4 ans. Et ensuite 10 ans jusqu'à la fin du tome 5. Donc c'est un sacré chemin. Et au niveau scénario, la façon dont l'histoire se développe ou s'est développée, et la façon dont les personnages ont pris vie, et ont pris corps, et est-ce que tu as réussi à garder les choses sous contrôle, ou par moment tu t'es dit, bah tiens, j'avais pas imaginé ça, mais pourquoi pas, c'est pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis laissé porter, c'est-à-dire que je ne savais pas la suite. Si on m'avait torturé, j'aurais dit, j'en sais rien, moi, la suite du tome 2, tome 3, je ne peux rien vous dire. J'ai des pistes, mais je me laisse porter parce que j'aurais trouvé ça dommage de dire, bon, ok, tome 1, il y aura 5 tomes et puis ça se finira comme ça. Moi, il y a un côté qui me frustre un peu de dire, bon, ce sera comme ça et pas autrement. Je préfère me dire, j'ai les grandes lignes, j'ai des envies, mais je vais rectifier le tir au fur et à mesure de mes envies, lectures et comment je sens mon personnage. Et du coup, j'ai pu un peu me surprendre moi-même en me disant, tiens, c'est vrai que j'avais pas pensé aller dans cette direction-là. Mais vu mes lectures récentes, vu comment je vois le personnage peut évoluer et doit évoluer, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Donc niveau scénar, je suis très très content du résultat. J'ai relu les albums il n'y a pas longtemps. Et là, je suis très 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 content du résultat niveau scénario. Plus qu'au niveau dessin. Donc en tout cas, niveau scénario, je suis ravi et j'ai pu faire évoluer mon personnage surtout. Parce que le piège dans beaucoup de séries, c'est que les personnages, ils évoluent peu. Et donc là, il faut vraiment qu'il évolue. Et en 5 tomes, il a pas mal évolué. Et il pourrait même encore évoluer. Parce que là, j'ai fait, après ces 5 albums qui forment le premier cycle, je fais une vraie pause. Mais je pense qu'il reviendra dans quelques années. Peut-être même pas mal d'années. Mais je pourrais le faire pas mal évoluer. On en a un peu discuté ensemble. Mais je pourrais imaginer le faire complètement évoluer. Parce que je suis seul maître à bord. Donc... T'as été surpris par le fait que les personnages ont une certaine autonomie et qu'au bout d'un moment, finalement, on contrôle effectivement les choses, mais pas complètement. Ouais, on en a parlé ensemble, c'est le fait que tu dis bah non, ça je peux pas lui faire ça à tel personnage. Ouais. Comme si quelqu'un que tu connaîtrais et tu dirais lui il pourrait faire ça, tu dis bah non, je le connais, il voudra pas faire ça. Au bout d'un moment, les personnages nous échappent un peu, un peu avec des guillemets, parce qu'on dit ah non, mais lui, si je lui fais faire ça, ça marche pas, c'est plus lui, parce que ça y est, il a pris vie. Ouais, j'ai ressenti ça, c'est vrai. Mais c'est bien, hein. Ça prouve que t'es pas non plus marionnettiste, pardon, et que tu peux justement avoir un contrôle sur les personnages, mais qui est pas 100% illimité. Il y a quand même dire ah non, lui je l'ai créé, je lui ai donné vie, maintenant je peux un peu influer sur sa destinée, mais pas faire n'importe quoi. Est-ce que ça t'est arrivé aussi de te dire que tu fonctionnais en mode correspondant à un de tes personnages pour une situation particulière dans ta vie? Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le côté débridé d'un personnage, vraiment, tu vas être débridé. Le côté timide d'un autre, tu peux être timide d'un autre. Ouais, c'est vrai que c'est... En fait, nos personnages sont le reflet de ce qu'on est, ou des fois de ce qu'on n'est pas, mais qu'on a envie d'injecter dans un personnage. Ouais. Ça, c'est assez marrant. La magie de la création, hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre chose. Et tu connais parce que tu en as créé plus que moi des personnages. J'aime bien d'ailleurs cette citation, la magie, c'est quand l'âme agit. Ah oui, c'est pas mal ça. Décortique, ouais. Toujours sur Ant-Man en particulier, mais ton parcours d'auteur en général, abordons le volet commercial qui est important, bien entendu. Et la question, c'est pourquoi est-ce que c'est si dur de percer dans ce milieu-là, dans ce domaine-là? Oui, grande question. Enfin, il y a plein de domaines où c'est dur, hein, on en est tous là, à ramer. Mais bon, pourquoi? Est-ce que tu as une explication? J'en ai plusieurs, ouais. Faut trouver son public. Que tu sortes un disque, une bande dessinée, un film, à un moment donné, si tu trouves pas ton public, c'est très compliqué. Trouver son public, ça veut dire que des fois, il se passe une magie, qu'à un moment donné, il y a une œuvre qui correspond à quelque chose qui est attendu par le public, et les deux se rencontrent. Une période aussi, des fois. Ouais, période, le contenu,
un public, une petite magie et d'autres éléments dont je peux parler après qui vont arriver et faire que, bam, tout d'un coup, une bande dessinée se vend 1 million d'exemplaires, un disque se vend 5 millions d'exemplaires, alors que d'autres se vendent à 15 exemplaires. Et on dit, pourtant, quelqu'un qui a même lu les deux, il dit, le truc que j'ai acheté qui s'est vendu que 15 exemplaires, je trouve ça génial. Le truc que j'ai acheté qui se vend à 1 million, je trouve ça aussi génial. Je sais pas trop pourquoi. Il y a l'aspect magique qui joue dans tous les domaines artistiques et même tous les domaines commerciaux du monde. À un moment donné, il y a quelque chose qui... Alors, les Américains appellent ça le product market fit, quand il y a un fit entre le produit et le marché. C'est vraiment son décortique, product market fit. Et des fois, il se passe ça, une magie avec une œuvre, comme Astérix par exemple, qui est un géant phénomène, où c'est en quelque sorte les Français qui ont dit c'est nos ancêtres, c'est Astérix, on se retrouve là-dedans, ça nous fait rire, c'est bien. Et les albums nous plaisent, paf, et tout d'un coup, tout le monde lit et achète ça. Oui, c'est vrai, parce qu'au départ, c'était pas si évident, quoi. Ah non. Faire des albums de BD sur l'Antiquité gauloise. Ouais, c'est ça. Et maintenant, ça nous paraît évident. Oui, maintenant, avec le recul, on peut même pas imaginer. Avant Astérix, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment notre héros gaulois en BD. C'est ce qu'on ressent. Même si on n'est pas spécialement fan, on peut dire, c'est vrai qu'avant Astérix, il y avait Astérix, c'est obligé. Et donc, un aspect après plus technique, mais très important, c'est la diffusion. Ouais. Comme tu connais, si on est mal diffusé, ça réduit nos chances d'être exposés devant les yeux des lecteurs et du coup qu'ils achètent notre œuvre, qu'ils la connaissent, qu'ils la partagent, qu'ils en parlent, qu'ils la connaissent même, ne serait-ce qu'arriver à eux. Donc comme tu sais, moi je suis allé beaucoup démarcher, des librairies, des bibliothèques, même des grandes surfaces, je suis diffusé à la Fnac, Cultura, librairie indépendante. C'est vrai qu'il faut toujours d'abord arriver à convaincre les décideurs du lieu de nous diffuser et ensuite que ça se vende. Pas juste 1, 2, 3, mais qu'on en ait des dizaines, puis des centaines, puis des milliers qui puissent s'écouler pour rentabiliser. Donc c'est difficile, mais pas impossible, parce qu'il y a beaucoup de séries comme Astérix ou Titeuf ou Spider-Man qui n'étaient pas du tout attendues et qui ont trouvé leur public et décollé et fait des miracles. Et c'est vrai que pour tous les créateurs qui se lancent là-dedans, il faut qu'ils aient conscience que trouver un marché, un lectorat, c'est plus que difficile, j'ai envie de dire, c'est difficilissime, parce qu'on y a des milliers de livres, rien qu'en bande dessinée, il y a à peu près 5 ou 6 000 sorties par an. Trop de Dieu. C'est juste incroyable, personne ne peut lire tout ce qui sort, personne ne peut connaître tout ce qui sort. Ensuite, il faut arriver à motiver les gens, dire « Ok, je passe à l'acte et j'achète », puis ensuite j'achète la suite, puis j'en parle un peu autour de moi, et puis après il y a Noël qui arrive, et puis on enchaîne. Personne n'attend personne, en fait. C'est vraiment un marché où ça roule, et puis il faut arriver à trouver sa place. Bon, il y a des techniques pour essayer de percer, il y a des stratégies commerciales. Je donne un exemple des bandes dessinées sur les Jeux Olympiques, pendant les Jeux Olympiques, il y a un focus qui est fort. Mais après, après les Jeux Olympiques, ça peut paraître daté et plus du tout se vendre, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut tirer tout ce qu'on peut pendant cette période et après, il n'y a plus rien. Et d'autres qui vont dire, moi, ça a été mon choix de dire, je fais mon œuvre dans Ant-Man à mon rythme. J'aurais pu, par exemple, plus commercialement parlant, j'aurais pu dans Ant-Man dire ça se passe à Aix-les-Bains, qui est la ville où on a habité 25 ans, et il y a des panneaux Aix-les-Bains, c'est clairement Aix-les-Bains, et je le rayonne, je le claironne sous tous les toits. Non, j'ai plutôt dit c'est un peu inspiré d'Aix-les-Bains, mais il n'y a pas le nom de la ville. Donc, et des fois, c'était des clins d'œil dans des cases à Paris ou à d'autres villes. Donc ça prouve que j'ai pas voulu surfer sur ça à tout prix. Peut-être que j'aurais vendu 2 fois plus. Si sur la couverture, il y aurait eu... Va savoir. Va savoir. Mais donc voilà, comme je disais tout à l'heure dans la question sur l'opération à l'hôpital qu'on a fait, faut tenir bon parce que des fois il y a des albums. Moi je me suis penché sur cette question, qui est des séries qui ont commencé à vraiment avoir du succès après le 6e, 7e album. Beaucoup de séries qui sont arrivées à devenir des million sellers. Souvent, j'avais fait le calcul une fois, c'était au bout du 7e album que ça commençait à coller. Ouais. Ça veut dire qu'il faut quand même tenir. Si tu fais un album tous les ans, ça veut dire que pendant 7 ans, t'es à la recherche d'un succès. Bon, des fois ça monte jusqu'à atteindre le fameux million d'exemplaires vendus, mais des fois ça arrive pas. Et après 7-8 albums, il y a un plateau. Voilà, ça marche pas tout le temps. Question dans la question, pourquoi c'est si difficile de se faire éditer par des éditeurs, justement? De se faire publier par des éditeurs? C'est devenu un peu plus facile qu'avant. D'accord. Maintenant, ces dernières années, il y avait un éditeur qui avait dit une fois une phrase que j'avais bien aimée, il a jamais été aussi facile à notre époque de se faire éditer, et paradoxalement, de trouver son public et d'avoir du succès. Ouais. Mais je pense que j'ai une explication à cette phrase, c'est que, oui, vu qu'il n'a jamais été aussi facile de se faire éditer, donc il y a 6000 BD, comme je te disais, par an en France, qui sont édités, du coup, pour sortir du lot, bonne chance. Sur 6000, ça tient du coup de poker. Ouais. Et puis on sait aussi que beaucoup des grandes maisons volent au secours de la victoire, c'est-à-dire font des opérations de promo, principalement sur les titres qui se vendent. Donc comment sortir de ce cercle qui a l'air complètement fermé, quoi.
Les éditeurs me l'ont jamais dit texto, mais je pense, pour avoir beaucoup réfléchi sur le marché pendant 20 ans, en fait, ils lancent des bandes dessinées comme des bouteilles à la mer, des ballons d'essai, on va dire. Et ils disent, quand il y en a un qui marche un petit peu, tout seul, sans qu'on le pousse beaucoup, on va pas mettre beaucoup de marketing sur un tome 1, etc. Et ben là, on le pousse et là, on met la force de frappe derrière. Il a réussi à marcher tout seul, à nager tout seul, et ben on lui donne une super combinaison de nageur et il devient un méga nageur. Mais c'est vrai que ça fait un peu voler au secours de la victoire. Et des fois, il y a aussi l'autre cas, il faut quand même leur rendre justice. Parfois, il y a des éditeurs qui maintiennent des séries qui ne marchent pas bien commercialement. J'avais lu un livre sur les éditeurs de bande dessinée qui parlait de tout cet aspect commercial et qui disait cette série elle marche pas bien, on n'arrive pas à la faire fonctionner depuis des années, c'est tout juste rentable, mais on l'adore tellement qu'on la maintient quand même, on continue, les auteurs aiment ce qu'ils font, nous on aime cette série, on pense qu'elle va exister, qu'elle doit exister et peut-être qu'un jour elle marchera mieux, mais en tout cas ils la maintiennent. Donc ça c'est quand même bien. En effet, comme quoi tout existe. Revenons sur l'opération du festival de BD d'Aix-les-Bains. Bon, ça a été un souvenir fort, une opération difficile, mais réussie. Mais au final, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que ça t'a pas coûté un petit peu dans ta carrière, entre guillemets? Soyons honnêtes, tout ce que j'ai fait m'a un peu coûté à un moment donné, un peu en temps, des fois en argent, et des fois avec des espoirs qui n'étaient pas forcément récompensés à la fin, c'est partie du job. Par exemple, sans BD pour Pâques, j'avais vraiment envie de le faire pour revenir sur ça, parce que c'est ça qui m'a donné confiance pour le festival. En 2018, je me souviens que j'ai vraiment tout mis dedans, je pensais que à ça pour faire aboutir le projet. J'avais un peu négligé le côté stabilité à côté, donc je m'étais mis dans une situation compliquée. Et après, j'ai dit, bon, on a réussi à le faire, maintenant j'ai confiance, prochaine étape, créer un festival de bande dessinée. Une fois que j'ai convaincu 2 amis de fonder l'association pour le faire, on l'a fait. Et après 18 mois de travail, on arrive à l'édition en 2019. Festival BD Aix-les-Bains, qui était le premier, on n'avait jamais eu. Ça coûte pas mal de temps, d'énergie. En plus, moi, je suis très intense, donc j'avais tendance à me relever la nuit pour noter des micro-idées qui, mises bout à bout, ont fait le festival. Pour les gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est vrai qu'il faut être conscient de la chose avant, peut-être. Mais des fois, quand on est inconscient, c'est pour ça qu'on le fait, sinon si on était conscient, il y a plein de trucs qu'on ferait pas. Je suis pas sûr que mes 2 potes m'auraient suivi si je leur avais dit au début le cahier des charges réaliste. Combien on va en baver? Même moi, je le savais pas à ce point-là. Heureusement qu'on le savait pas, sinon on l'aurait pas fait. Donc oui, ça coûte. Ça coûte pas mal. Tout simplement, il faut dire aux salariés qui nous écoutent, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous seriez prêts à travailler 1 an et demi sur une opération que vous n'êtes pas payé? Vous utilisez votre voiture pour transporter des cartons, vous mettez des chèques de caution à votre nom parce qu'on n'a pas encore créé le compte, etc. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça pour un rêve qui est de créer un festival de bande dessinée où vous allez maîtriser les différentes étapes, mais c'est vrai qu'il y a un coût. Alors, ce que ça m'a apporté, j'ai quand même une expérience maintenant même de management en quelque sorte, parce que les bénévoles, on remercie encore au passage, sans eux, les événements sont pas faisables, on en a souvent parlé ensemble. Sans eux, il n'y a pas de festival. Donc la trentaine de bénévoles qui nous ont suivis sur le festival, j'ai eu une expérience de pouvoir les motiver, les rassembler. Et en plus, ils ont relancé pour la 2e puis 3e édition. Donc il faut quand même suivre sur le long terme, sur plusieurs années. Rester motivé. Et les partenaires aussi, pareil, sans eux, rien n'est possible. Donc il faut arriver à la fois négocier avec la mairie pour une subvention, à la fois motiver la télé à venir, à la fois prendre les billets d'avion pour l'invité d'honneur. C'est ultra formateur. Je peux tout faire. Une fois que j'ai fait un festival de bande dessinée, je le dis souvent, c'est mon école. C'est comme une école de commerce, école de vie. Dites-nous, ça ira plus vite que je vous dise ce que je n'ai pas fait. Tellement c'est vaste. Et on s'appuie sur les forces de chacun, hein, bien sûr. C'est vrai que sans aussi mes potes qui ont lancé le festival avec moi, ça n'aurait pas été faisable tout seul. Mais c'est vrai que ça nous apprend à être moteur, de dire on a un cap, on sait ce qu'on veut faire et pourquoi ça va être superbe. Maintenant, il faut faire ça. Et ça va d'imprimer un flyer à aller tout simplement pour héberger un auteur, parce qu'au dernier moment, on se rend compte qu'avec l'hôtel, ça ira pas. Enfin, tout un tas de choses. Donc, très formateur. C'est presque de l'ordre de la vocation, en fait. Ouais, mais je pense que j'étais bien fait pour ça, parce que j'ai mené ça avec succès. Après, maintenant, je veux faire d'autres choses, bien sûr. Mais c'est vrai que je suis très content d'avoir fait. Si je l'avais pas fait, là, on serait en train de faire un bilan des 20 ans de BD, mais il n'y aurait pas un festival dans l'histoire. Je dirais, c'est dommage, j'ai toujours ressenti une petite envie de faire un festival BD, donc peut-être que ça me titillerait. Pour la petite histoire, il est sorti de terre en 2019, le festival, mais j'avais eu l'idée en 2015, ça s'était pas fait. Puis en 2017, avec d'autres amis avec qui je voulais lancer, ça s'est pas fait. Donc c'est le 3e essai qui était le bon. Donc ça a mis quand même 4 ans pour déboucher. Alors, là, tu me tends la perche pour une question imprévue.
dans ton parcours, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait? Alors, Parce que là, tu dis, si j'avais pas fait le festival, c'est vrai. là, je le regretterais parce que j'ai toujours eu envie, etc. Est-ce qu'il y a eu comme ça un gros truc de mis de côté Pas vraiment en fait. Le seul petit truc, c'est que j'aurais voulu plus pérenniser le festival. Malheureusement, pour resituer dans le contexte, premier festival novembre 2019, gros succès, très très content. Et moi, tu le sais, juste après, j'étais chaud pour continuer, préparer la deuxième édition, et j'ai même l'idée de faire d'autres festivals dans d'autres villes. Ce qui aurait demandé encore plus d'heures, j'aurais un peu moins dormi. Et en fait, est arrivée la crise Covid qui a presque tout mis par terre et tout mis à plat. T'as pas été le seul, mais j'ai pas été le seul, effectivement, mais j'étais un de ceux pour qui ça a fait un peu mal parce qu'on a bossé toute l'année 2020 pour un festival deuxième édition qui était prévu pour novembre encore une fois et en fait malheureusement annulé à cause de la crise Covid. À ce moment-là, je disais je veux plus entendre parler de faire un festival et j'ai quand même refait un retour en 2022 où la crise s'était beaucoup calmée. Mais c'est vrai que j'aurais voulu le pérenniser. S'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais fait 2019, 2020, 2021, 2022, peut-être qu'on aurait solidifié. Mais en fait, ce qui a été difficile à cette époque-là, c'est les nouveaux festivals qui venaient de se lancer. Qu'encore les événements, les vieilles charrues, tout ça, l'État, les collectivités, les pouvoirs publics, ils vont suivre en disant c'est quand même un festival qui existe depuis 20 ans, donc malgré Covid, on continue d'alimenter. Mais nous, on était un tout juste festival, donc tout juste lancé, il y a eu une crise, on dit on va peut-être plus le faire, c'est trop compliqué. Et du coup, on n'est pas forcément aussi aidé que si on leur avait dit, les gars, ça fait 15 ans qu'on fait un festival, il faut vraiment nous soutenir. Donc, ça, il y a eu même des événements ultra connus sur le plan mondial qui n'ont pas résisté à cette crise. Je pense en particulier au Salon de l'Auto de Genève, qui a disparu suite à ça. Extraordinaire. Si on avait dit ça avant, on aurait du mal à le croire. C'est vrai. Retour au cœur de ce qui fait la création de la BD. Et un peu une question piège. Qu'est-ce qui est le plus dur ou qu'est-ce qui te plaît le plus, le dessin ou le scénario? Grande question pour tous ceux qui veulent faire de la BD. Moi, je pense que le dessin est plus difficile. Parce que le dessin, même quelqu'un qui s'y connaît pas trop en dessin, il peut jauger en une demi-seconde si c'est bien fait, mal fait, si ça l'inspire ou si ça l'inspire pas. Un scénario, il faut un peu plus de temps pour rentrer dedans. C'est vrai. Et les scénaristes peuvent développer plusieurs scénarios en même temps. C'est-à-dire qu'un scénariste dans le milieu, il peut faire 2-3 albums par an. Certains vont nous chercher 6-7 albums, je sais pas où ils trouvent le temps, mais ils font beaucoup d'albums. Alors qu'un dessinateur, c'est rare qu'il fasse 2-3 albums par an. Souvent, c'est un album par an. Pour les plus rapides, 2 à 1,5, quoi. Donc ça veut dire on peut multiplier les projets quand on est scénariste. Notre carrière, elle peut commencer à être tentaculaire. Un dessinateur, il peut pas vraiment être sur le pont sur 3 séries en même temps. Moi, j'aime plus le scénario, en réalité. Je me considère même plus comme un scénariste qui a voulu dessiner pour faire ses propres histoires, que comme le dessinateur fou qui remplit 36 carnets par jour et qui vit plus par le dessin que par la parole. Il y en a, ils dessinent plus qu'ils ne parlent. C'est même pas une caricature. J'ai vu en école d'art. Donc le scénario me plaît plus. Je préfère faire ça. Après, ça se bosse quand même pas mal. C'est-à-dire que pour un album de Handman qui se lit en 20 minutes, je mettais 7 mois de travail de scénario. Oh, ça m'étonne pas. Voilà, par petites touches, les pages que j'avançais, que je relisais, que je refaisais. Et une fois que le scénario entier me plaisait vraiment, après 7 mois, même 8 mois de travail parfois, je disais ça y est, c'est bon, on peut enfin commencer le dessin soigné à proprement parler. Et là, page après page, il y a quand même plus de 40 pages à faire, donc chaque décor, chaque personnage, chaque bulle, il faut la dessiner. Alors moi, je faisais en plus crayonner, ancrage, gommage, et puis nettoyage sur l'ordinateur, donc c'est quand même sacré travail. D'une façon générale, je pense que les gens ont tendance à sous-estimer le travail, l'importance, le poids du scénariste vis-à-vis du dessinateur, alors qu'on a des exemples célèbres qui montrent que si le scénario n'est pas au rendez-vous, c'est la cata. Avec l'exemple d'Astérix, justement, à partir du moment où le scénariste a disparu, le dessinateur était toujours là, mais la série valait plus rien. À l'inverse, il y a des scénaristes qui sont devenus célèbres par leur apport, comme Van Damme, par exemple. Ouais. Van Damme, il a porté ces fameux héros cultes. Il a pas mal galéré aussi. On pourrait faire lui aussi passer 20 ans de BD, peut-être ses 40 ans de BD, avec son autobiographie où il parle qu'avant d'avoir ces 3 héros cultes, il a galéré à les placer, mais une fois qu'il les a placés, c'est parti. Alors, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est on peut acheter un tome 1 pour un dessin qui nous envoûte, un peu comme le physique d'une personne, on est sous le charme, mais si le scénario est bidon, on n'achètera pas le tome 2. Alors qu'un album où on n'aime
pas trop le dessin, mais on dit bon, je tente ma chance et que le scénario, on adore, on achètera le tome 2, même peut-être en disant ouais, j'avoue, le dessin est pas terrible, mais l'histoire est tellement bien que je m'en fiche, je continue à l'acheter et peut-être que le dessin progressera. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Ça arrive souvent, ça. Je reviens là-dessus, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on traite là tout de suite. Mais dans ton parcours, tu as eu la possibilité de connaître et même d'échanger avec des superstars. Ouais. On parle de Van Damme, on parle de Zepp. C'est dingue, tu imaginais ça au début? D'approcher d'aussi près J'en rêvais. les top guns du domaine? Bah, j'en rêvais et c'est devenu réalité à force des fois de chance, des fois de Tu as persistance. rencontré des éditeurs aussi connus? Ouais, presque tous. Donc, par chance, par petites touches. Mais après, au-delà de les rencontrer, c'est qu'est-ce que tu fais de ce qu'ils t'ont dit. Qu'est-ce que tu fais de cette rencontre. Des fois, effectivement, Zepp m'a dit des choses dans l'interview, et quand je l'ai rencontré pas mal de fois, qui sont restées dans ma tête et dont on peut se servir même des années après. Des phrases philosophiques ou des choses vraiment intéressantes. Et j'ai rencontré aussi d'autres dessinateurs moins connus. Quand j'étais ado, on est allé dans l'atelier de Julio Ribera. Oui, je m'en souviens. Ouais. Qui m'avait donné quelques clés aussi sur le dessin, des fois à laquelle je repense aujourd'hui. Donc il faut se servir de tout ce qu'on va pouvoir dire, et c'est vrai que c'est un rêve de pouvoir rencontrer ces mentors, ces idoles et ces auteurs qui nous ont fait rêver. Alors, pendant les festivals, tu fais tout, mais quand tu t'occupes de créer tes albums, tu fais pas tout. Pourquoi tu as choisi de ne pas faire les couleurs alors qu'on pouvait imaginer, en gros, c'est de l'intégration verticale, l'auteur fait tout? C'est vrai. Raconte ça. Certains qui sont multitalents, dessin, scénario et couleur. Ouais. C'est vrai que moi, la couleur, j'ai voulu la déléguer. Je l'ai déléguée parce que c'est pas quelque chose que j'aime vraiment faire en réalité. D'accord. Donc, vu que je sens, et je suis honnête avec moi-même, je me dis, c'est pas mon truc, je pense que je pourrais trouver des personnes qui sont meilleures que moi, donc je les ai trouvées, on a pu travailler ensemble. Du coup, j'envoyais les pages en noir et blanc, et c'était Noël parce que je recevais en couleur. C'est quand même incroyable. Ses propres pages. T'étais le premier à en profiter. Voilà, c'est ça. Et au début, c'est vrai que je voulais pas mal contrôler les coloristes en disant telle couleur, je veux la veste qu'elle soit verte, là, qu'il y a un reflet, etc. comme ça. Je fais ça un peu au début, et après, j'ai tout de suite arrêté de faire ça parce que je les laissais libres en me disant ils vont amener des choses auxquelles je pense pas, et après, je leur fais rectifier. Alors, ça, c'est excellent. Ça, par contre, je voyais pas comme ça, il faut qu'on change. Et ils ont amené plein d'idées auxquelles j'avais pas pensé. Et je me souviens, il y a une scène en particulier dans le tome 2 de Ant-Man où là ça se passe la nuit et il fallait quelque chose de bien précis. J'étais allé prendre des photos à Aix-les-Bains la nuit avec les lumières des vitrines. Donc là il y a plein de reflets, même une pharmacie qui est allumée à 22h, il y a le côté, la croix verte qui rayonne sur la rue, et il y a un reflet vert par terre. Et c'est ce charme-là que je voulais avoir, où vraiment on soit plongé dans l'histoire et on se dit, il ressort la nuit. On a tous connu cette ambiance avec toutes les vitrines qui est assez charmant, et ça j'aurais été incapable de le faire tout seul. Sur d'autres BD plus courtes que j'ai faites, comme tu sais, j'ai fait des BD d'une page, de 4 pages, des fois je fais mes couleurs, mais c'est des couleurs vraiment basiques, c'est pas mon truc. Peut-être qu'un jour, à travers un test à l'aquarelle ou autre, j'aurais envie de me lancer et de faire des choses un peu moi-même. Aussi, pour la couverture du tome 5, le fond, c'est à la peinture que j'ai scanné. J'ai fait pas mal d'essais que j'ai scannés, et du coup, là, je me suis dit, ça, il y a un charme particulier à la couleur que j'ai envie d'intégrer. Donc, peu à peu, j'ai demandé à mon coloriste d'intégrer des couleurs peinture scannées en plus de ce qui se fait sur Photoshop. Maintenant, parlons de l'auto-édition. Quelles sont, d'après toi, les forces et faiblesses de cette approche, qui est bien souvent une approche subie plutôt qu'une approche choisie, d'où, de par la difficulté de se faire éditer, même si c'est moins difficile qu'avant. C'est en train de changer, de bouger pas mal. Il y a pas mal d'auteurs, même qui ont déjà été édités chez des gros éditeurs, qui choisissent de faire aussi certains bouquins en auto-édition. Il y a eu le financement participatif ces dernières années qui a complètement explosé, et ça se fait beaucoup, alors qu'en 2000, il n'y avait que dalle. Donc, l'auto-édition, pour et contre. Alors les pour, c'est qu'on est complètement libre. On fait absolument ce qu'on veut. Si on veut que le livre ait 47 pages au lieu de 48, comme c'est le cas pour le tome 1 de Ant-Man, j'ai fait un petit pied de nez au fameux 48 pages, parce qu'il en fait 47, on peut le faire. Si on veut qu'il sorte à tel moment, en plus moi tu sais, j'ai fait des soirées de lancement. Je pouvais maîtriser, je dis je veux tel jour, je veux tel gâteau, tel flyer. Ça c'est génial, parce que au fond de nous, quand on se couche, on se dit j'ai fait exactement ce que je veux faire. Et ça, c'est un prix qui est incroyable.
Donc ça, pour tous ceux qui sont des gens qui ont vraiment envie de faire à 100% ce qu'ils veulent, l'auto-édition est une bonne avenue s'ils ont la personnalité qui va avec. Parce qu'on se le cache pas, il y a quand même des cartons à porter, des financements à trouver. Et puis, il faut que ça vive. Hein. C'est pas juste j'ai fait un livre, j'arrive pas à en vendre, j'en ai vendu 2. Non, pour rentabiliser, il faut en vendre 200. Donc maintenant, il faut y aller voir les librairies, se faire jeter, retourner. Donc il y a quand même pas mal de paramètres qu'il faut travailler et se connaître. Les contres, c'est la diffusion. C'est très très dur d'avoir une bonne diffusion en auto-édition. Si on n'a pas de diffuseur, si les librairies nous disent non, qu'on est un peu timide, ça va pas très loin, quoi. On n'arrive que à diffuser. Alors après, ça dépend. Si on veut faire son livre, être fier et en vendre 50 ou 100, qu'on a fait un tout petit tirage chez nous, ça peut être un rêve qui est accompli. Mais si on veut commencer à en vivre, si on veut commencer à vraiment avoir la consistance dans notre carrière, il faut y aller à fond. Et du coup, on se heurte souvent à la diffusion ou à la non-diffusion, plutôt, j'ai envie de dire. J'ai pas mal de copains qui s'auto-éditent, qui font des festivals, qui font leur carrière, que je croise souvent. Et eux, ils misent surtout sur les salons maintenant. Ils ont compris que c'est là où on peut rencontrer les lecteurs, vendre en direct. En plus, il y a cette ambiance sympa, un tour de France avec notre œuvre. Mais qui ont laissé tomber le côté diffusion dans les grandes surfaces, dans les librairies, parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de portes qui se fermaient. Moi-même, j'ai mis des années avant d'être dispo à la Fnac, à Cultura. C'est au gré aussi des opportunités qui peuvent arriver. C'est vrai que si on veut s'auto-éditer, toi tu connais aussi parce que tu en fais également, il faut savoir les pour et les contre et qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Quelqu'un qui dirait je veux en vendre des millions et je veux que ça aille vite, quand on sait, comme on a parlé, que même quand tu es chez un gros éditeur qui a une force de frappe, ça met 5, 6, 10 ans, faut pas s'imaginer qu'avec l'auto-édition tout va exploser d'un coup. En revanche, on peut se dire, même dès le premier jour, j'en ai déjà vendu 50. Moi, c'était le cas, le premier jour, le lancement de Handman, 1er octobre 2014, j'en avais vendu 53 exemplaires. J'étais le roi du monde ce soir-là. Avec tous ces gens qui étaient venus me voir au centre des congrès, c'est touchant de voir qu'on lance un livre et ça y est, c'est parti, on en vend 50, on dit ça y est, ça marche, les gens ont envie de suivre ce que je fais. Et il y en a qui achètent parce qu'ils te connaissent, ils veulent t'encourager aussi, et ça fait partie du truc. Alors, est-ce que tu as ressenti dans ton parcours la stigmatisation liée à l'auto-édition qui était sans doute plus forte dans les décennies précédentes que ne l'est maintenant? C'est-à-dire que c'est un peu rentré dans les mœurs, mais est-ce que par moment, ça t'est arrivé de voir des gens avoir un reniflement de mépris parce qu'il n'y avait pas le nom d'un éditeur sur la couve? Beaucoup. Ah ouais? Beaucoup de mépris d'auto-édition. J'en sais probablement en 2014 et pendant au moins 5 ans. Gros mépris. Mais là, depuis 2 ans, mettons depuis 2020-2021, je sens que c'est en train de pas mal changer. Parce que j'ai vu certains, comme je te disais, certains auteurs qui étaient déjà édités chez des gros éditeurs, dire pas forcément j'arrête ma collaboration avec les éditeurs, mais dire j'ai fait des albums avec des éditeurs, des fois je touche une avance au droit, mais pas de droit d'auteur après. J'ai envie de faire un livre particulier qu'ils ne veulent pas forcément faire. Donc celui-là, je le fais en auto-édition. Et si il commence à y avoir un auteur, puis 2 auteurs, puis 3, notamment il y avait un auteur qui vend beaucoup, Riyad Satouf, qui a même vendu des millions chez les gros éditeurs, qui a décidé de créer sa propre structure. Là, le milieu commence à se dire, ah, tiens, il se passe quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose. Après, est-ce que ça va vraiment se pérenniser? Pas forcément, parce qu'on n'a pas tous la personnalité, on n'est pas tous capables de dire je commence à créer ma structure, une entreprise, un expert comptable, des cartons partout, les journalistes à contacter. Il y en a qui ont horreur de ça, certains auteurs qui disent oh là là, moi je sais que c'est compliqué. Ils ne sont pas des hommes d'affaires. Ils ne sont pas des hommes d'affaires du tout. Et ils disent moi je me range derrière une écurie d'un éditeur qui fait parfois très bien son travail et je ne suis pas du tout un entrepreneur. Est-ce que justement ça t'a pas gêné, souvent, voire blessé, qu'on te qualifie d'homme d'affaires en plus d'être un auteur? Est-ce que des fois, on t'a pas balancé ce qualificatif à la figure en disant bah oui, non, mais t'es pas vraiment un auteur, t'es pas vraiment un artiste, parce que t'as la dimension business, bien obligé de l'avoir. Une fois, il y a un auteur qui m'a dit tu ne te comportes pas comme un auteur de BD. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça m'a fait pas du bien, mais aujourd'hui j'ai envie de dire ouais, t'as raison, je me comporte pas comme un auteur de bande dessinée, je me comporte comme un auteur, organisateur de festival, entrepreneur. Et là, je suis en train de lancer mon agence de communication. Donc on peut lui rendre hommage en disant merci de m'avoir donné cet aspect-là, parce que on le prouve aujourd'hui avec la discussion qu'on a sur tout ce qui a été entrepris, c'est qu'on n'est pas obligé d'être le dos courbé sur une table et de faire que dessiner. On peut à un moment donné, on peut faire ça, être un auteur, uniquement auteur, et c'est déjà énorme.
Mais on peut aussi dire, moi j'ai envie de faire un festival, de lancer une librairie. J'avais ce projet à un moment donné, par exemple. Heureusement que tu l'as pas fait. Il y a une librairie qui s'est lancée qui accueille que des auto-édités. Ah ouais, carrément. Dans le Nord. Ça, c'est un positionnement. Donc, voilà, ça. c'est un positionnement clair. Et il y en a en fait des dizaines qui étaient un peu chez eux en disant j'arrive pas à me faire diffuser par la librairie. Et là, ils débarquent et la librairie est pleine d'auto-édités. Donc ça, c'est une démarche qu'on peut saluer. Et ça marche ? Ça a l'air de pas mal marcher. J'ai Bon. pas le chiffre d'affaires, mais ça a l'air d'avancer. D'accord. Une question où on va déborder un peu de ton parcours, ton propre parcours, ton parcours personnel, et on va puiser dans ta culture du milieu. La question que j'ai envie de te poser, c'est pour 20 ans quand même, c'est une période. Comment tu as vu en 20 ans le milieu évoluer, la BD évoluer Qu'est-ce que tu peux donner comme feedback là-dessus? Et puis, on va s'amuser aussi à aller plus loin. Est-ce que tu pourrais, dans un deuxième temps, te projeter et dire, bon, moi voilà, je pense que dans les 20 ans à venir, ça peut tourner comme ça, il peut y avoir telle ou telle piste, telle ou telle hypothèse. Bon, déjà, commençons sur les 20 ans passés. Comment ça a évolué par rapport à ta découverte de la BD en 2013? Il y a un bon indicateur pour ça, c'est la série Spirou, que moi j'adore. Quand j'ai commencé la bande dessinée en 2003, en 2004 ça a été repris, donc c'était le retour de Spirou. Mais depuis ces 20 ans, c'est parti dans pas mal de directions. Ils ont fait pas mal d'albums one-shot, Spirou vu par... Il y a même eu un Spirou manga. Donc c'est bien la preuve qu'un éditeur qui, quand j'ai commencé en 2003-2004, était sur un schéma classique, Spirou depuis des ultra décennies, classique même. très classique, est parti dans plusieurs directions, et parfois avec des succès que même l'éditeur n'attendait pas forcément. Il y a des Spirou qui ont tout d'un coup, dans un autre style... Pour faire vivre la franchise ou pour des questions de survie? Pourquoi? Ouais, faudrait leur demander, parce que des fois on se pose la question. C'est vrai que moi j'ai vu différents Spirou, des fois que j'adorais, des fois que j'étais moins convaincu, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été tentées, en tout cas ça c'est bien. Et même le Spirou manga qui était assez culotté. Ce que je pense sur ces 20 années qui viennent d'arriver, c'est qu'on est en train de voir la fin du 48 pages classique. Ah ouais. 48 pages, A4, classique couleur. Je pense pas qu'il va disparaître, mais je pense qu'il va être beaucoup moins omniprésent qu'il ne l'était avant. Parce qu'il y a encore 20 ans, les gens disaient c'est le format classique. Tu veux faire un BD de 120 pages noir et blanc, ça se fait pas vraiment. Aujourd'hui, on va avoir un éditeur, un tiers de ce qu'il fait, c'est des one-shots de 80, 100 ou 130 pages. Un tiers de ce qu'il fait, peut-être, c'est le classique 48 pages, quand même, qui reste encore, qui se vend très bien. Et un tiers, ça va être des intégrales, d'autres choses différentes. Mais on a vu des albums à l'italienne. Par exemple, le Spirou manga, il était comme ça à l'italienne. On a vu des one-shots de jeunes auteurs de 150 pages en 2003. J'aurais même pas imaginé ça. J'en voyais un petit peu, j'en ai vu un peu arriver, mais ça se faisait pas beaucoup. C'était un peu de l'ordre de l'exception. Alors que là, la bande dessinée est complètement partie dans plein de directions tentaculaires en disant on peut absolument tout faire. Et il y a même des auteurs qui ont fait des albums. Alors, moi, mon album préféré de bande dessinée, si je dois en regarder qu'un seul, c'est Blanquette, qui est un album de 600 pages noir et blanc. Waps. Et quand moi j'ai découvert ça, que tu m'avais offert d'ailleurs quand j'étais adolescent, ça a presque redéfini ma vision de la bande dessinée, parce que quelques mois avant, j'étais sur des Spirou de 48 pages, la suite dans un an, et là je vois un album, gars, 600 pages, le pavé, ça, je me suis dit c'est possible d'aller dans ces directions-là. C'est ça aussi qui a créé mon côté tout est possible. C'est que si j'étais resté dans les années 80 ou même avant dans des Tintin, Astérix, Spirou, etc., j'aurais été bon, c'est la bande dessinée classique que j'adore, que tu adores aussi, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment où un mec arrive et redéfinit ça, et après l'arrivée du manga aussi a beaucoup bousculé. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, beaucoup d'éditeurs ou même d'auteurs disaient le manga, on sait pas trop comment le prendre, etc. Aujourd'hui, il y a des jeunes auteurs qui ont été biberonnés au manga et à la BD franco-belge et qui du coup nous sortent un style qui est un peu un mix des deux. Moi j'en connais qui ont un style qui est vraiment un mixte, et donc ça veut dire, pour répondre à la deuxième partie de la question, pendant les 20 prochaines années, je pense que la bande dessinée va pouvoir encore partir plus loin dans différentes directions, et que le côté ultra classique va rester, j'espère d'ailleurs. Les 48 pages, il va pas disparaître, mais je pense pas qu'il va rester comme le sacro-saint BD franco-belge, c'est comme ça et pas autrement. Et alors, et la BD numérique, ou plus exactement la diffusion numérique de la BD, ça tarde à décoller, c'est enfin établi, qu'en est-il? Moi,
je consomme la BD comme ça, Ouais. y compris à travers un site spécialisé qui s'appelle Isneo, qui est très bon par ailleurs. Quelle est ta vision des choses là-dessus? J'aurais pu penser que ça décollerait pas mal. Finalement, ça stagne un peu. Peut-être parce que les Français sont ultra attachés au papier. Ultra attachés à la collection, dans la bibliothèque, de voir comme ça toutes les couvertures, les tranches des couvertures. Ça les touche. Ça peut être un cadeau. Il y a une vraie tradition, comme tu sais, chez nous, la BD franco-belge. En Europe, c'est un peu une exception. La France et la Belgique. La Suisse, on peut rattacher aussi parce qu'ils sont très fans. De ce côté, l'auteur, le sacro-saint auteur, la sacro-sainte dédicace, la sacro-sainte collection, ou d'autres pays, j'ai l'impression que les US par exemple sont moins accrochés à ça. Donc peut-être que le numérique a, je crois, plus percé chez eux. Après on verra, hein. Franchement, tout reste ouvert. Je sais pas trop. Moi, ce que je pense pour résumer, c'est le 48 pages couleur classique en diminution de domination. Beaucoup d'influences manga et comics qui vont se mélanger dans des styles un peu hybrides. Et le numérique qui devrait, je pense, trouver... peut-être qu'en fait, il n'a pas encore vraiment trouvé son modèle économique, ouais. ou on en parlait au début, son product market fit qui fait que, hop, je sais pas, on peut imaginer qu'un site dise tous les mois 1000 nouvelles pages et c'est 1 euro par mois et tout d'un coup, il y a plein de gens qui déboulent et puis qu'ils trouvent au bout d'un moment un lectorat assez suffisant pour que ça marche. À voir, tout reste ouvert. Bon, on passe un bon moment ensemble, hein, mais on est arrivé au bout là. On est arrivé à la dernière question, question classique pour conclure ce type d'interview. Si c'était à refaire ces 20 ans, qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu changerais quelque chose? Oui, bien sûr. Cette question est toujours intéressante parce qu'on peut se dire, là je réponds aujourd'hui, en 2023, donc c'est entre guillemets facile de dire, bah tu vois, 2015 je ferais autrement comme ça parce que j'ai mon cerveau de 2023. Donc déjà, je suis très content d'avoir publié ma saga Ant-Man et l'avoir fait comme je voulais. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais un petit peu changé l'aspect commercial. C'est-à-dire que j'aurais plus pensé à, d'accord, c'est ma série de cœur, d'accord, j'ai envie de la faire. Mais pour que ça se développe, pour que ça avance, ben, il faut en vendre, il faut toucher un public, etc. Donc j'aurais peut-être essayé d'accélérer les choses pour en faire un tous les ans. Là, j'ai pris mon temps en en faisant un tous les 18 mois. Mais pour revenir sur ta question d'avant, c'est long aujourd'hui pour des gens d'attendre 18 mois pour un 45 pages. À l'heure des séries où ils consomment 4 épisodes par jour et ils veulent la suite, c'est très long, très très long d'attendre. Donc je pense en tout cas, j'aurais aimé plutôt en faire un tous les ans. Mais j'ai un peu cette même réflexion pour le festival dont on a parlé tout à l'heure, c'est de dire, après c'est un idéal parce que c'est pas facile à faire. Mais je me suis dit, pour vraiment pérenniser un événement et que ça rentre dans la vie des gens, si on avait réussi à en faire 2 par an, peut-être un peu plus réduit, pas avec... si on a un gros festival, on le coupe en 2, ça fait 2 festivals peut-être plus modestes. Mais le fait d'en avoir un par exemple l'été et un autre l'hiver, juin, décembre par exemple, ça aurait peut-être créé quelque chose chez les gens de récurrent, de plus fort. Du coup, tu t'ancres peut-être plus facilement. Et c'est le même mécanisme pour l'album. Chaque Noël, retrouver le nouvel album, tchac, tchac, tchac. Et du coup, c'est plus facile pour les gens dans leur tête de dire tous les Noëls, il y a un nouvel album. Là, j'ai voulu le faire à ma façon, avec ça sera prêt quand ça sera prêt. Et c'est vrai que commercialement, c'est pas la meilleure chose, faut le dire. Donc ça, peut-être qu'avec l'œil que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait différemment. Et j'aurais voulu aussi peut-être faire plus de collaborations avec d'autres auteurs. J'en ai fait assez peu. Là, j'ai fait des pages au scénario qui ont été dessinées par Greg Blondin, qui est un superbe dessinateur, qui vont sortir dans des agendas Clairefontaine, là, dans 2 mois, la rentrée 2023. J'étais très content de faire ça, mais c'est vrai que si ça avait été à faire, j'aurais aimé faire ce genre de choses plus tôt. J'ai pas beaucoup développé cet aspect-là. Il y a eu mes coloristes, il y a eu des projets, mais cet aspect collaboration, j'aurais peut-être aimé plus le faire. Pourtant, en matière d'expériences diverses et variées, on n'a pas grand-chose à te reprocher. Tu as eu un parcours très éclectique. Ça, à un moment donné, il faut manger et dormir. Il y a des heures qu'on peut plus squeezer, quoi. On peut pas dire... Bon, c'est sain, je pense, c'est très bien de dire j'aurais aimé faire plus, j'aurais aimé faire ça, parce que ça prouve qu'on a encore la flamme et l'enthousiasme. Et il me reste encore des belles années, j'espère, à faire plein de choses. Mais c'est vrai que quand on se penche sur le parcours, on dit ok, stop, on regarde, on a envie de dire là j'aurais voulu faire un petit peu mieux, là j'aurais voulu faire plus, là j'aurais voulu mieux dessiner. C'est normal, c'est normal. Et après, peut-être qu'on peut se nourrir de petites frustrations qu'on a eues comme ça pour dire bah, pour les années à venir, je vais faire plus de ça, je vais avoir un meilleur budget, je vais faire plus de collaborations, je vais plus soigner le dessin, le scénario, je vais partir dans une direction que je m'interdisais avant parce que j'étais plus timide et maintenant on va y aller encore plus à fond. Donc à tous ceux qui peuvent se dire ah ouais mais j'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça,
Et c'est normal. Je pense pas qu'il y a un seul auteur qui va nous dire ouais, après 20 ans, après 30 ans, absolument parfait, je changerai pas une virgule. Et alors le Quentin de 2003, si on pouvait lui dire tu vas consacrer les 20 prochaines années à la BD, il serait content, il serait surpris? Ah bah c'est ce qu'il voulait. Ouais. J'ai commencé en août 2003. Donc mission accomplie ouais, alors. Ouais, c'est ça. Commencé en août 2003 et en décembre 2003, j'ai commencé à écrire mon aventure et mon parcours dans la BD, que j'avais écrit un document, la BD et moi, et je mettais mois après mois, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'avance, j'ai envie de faire ça. Donc je pense qu'il serait content de dire ah bah ça y est, j'ai fait mes albums comme je le rêvais. Surtout quand c'était le rêve d'adolescence. Beaucoup de gens ont un rêve d'adolescence qu'ils ne font pas en réalité. Des années après, ils ont changé de projet. Un jour ils ouvrent un carton, ils voient ah ouais c'est vrai que ça aurait été bien si je l'avais fait. Et moi c'est vrai que j'ai réussi à le faire, donc c'est superbe. Le festival aidé par beaucoup de gens, il a pu sortir de terre. Donc je pense qu'il serait content sur cet aspect-là, le Quentin de 2003. On va rester là-dessus. Allez. Bravo Quentin pour ces 20 ans. Merci Dan. Bon anniversaire. Merci.